Salut à tous, on se retrouve donc dans une vidéo sur la QPC, question prioritaire de constitutionnalité, puisque le brouillon de ma prochaine vidéo Juris District me prend un peu de temps. D'ailleurs, si vous voulez essayer de deviner le sujet de cette prochaine vidéo Juris District, j'ai laissé plusieurs indices sur ma page Facebook, le lien est dans la description. Si vous avez déjà deviné, ou si vous pensez avoir déjà deviné, faites comme l'administration, silence. À part ça, je disais à propos de la QPC sur la page Facebook également, je demandais si c'était bien un thème qui était important en L2. On m'a répondu que c'était un thème important, mais en L1. Alors en fait, si vous voulez, l'entrée en vigueur de la QPC remonte au 1er mars 2010, et moi, quand j'étais en L1, c'était soit cette année-là, soit l'année d'avant. Dans tous les cas, ils ont dû se dire, bon, eux, on leur remettra la QPC l'année prochaine en L2, donc je l'ai vu en L2 dans le cadre du droit administratif. On va donc commencer sur cette QPC. Je vous préviens, à l'inverse des autres vidéos de cours, je vais un peu regarder mes notes. Je pense que c'est moins grave de regarder ses notes pour une question de cours que pour un podcast. Et c'est de la moitié triche, puisque de toute façon, mes notes passent de ça, c'est-à-dire quelque chose de structuré, à quelque chose de complètement anarchique, c'est-à-dire ça. Vous voyez, ici, si vous distinguez, il y a même écrit en abrégé poivrons et courgettes, 12 €. Donc si vous êtes intéressé d'ailleurs. Bref, donc, passons à cette QPC. On va définir les termes d'abord. Question, le terme question, le terme prioritaire et le terme constitutionnalité. Alors, cette définition va nous permettre de poser le principe de la QPC, de mettre en avant ses apports et de définir quelles personnes et quels organes sont concernés par celle-ci. Une fois cet exercice de définition fait, on va se pencher sur les conditions d'exercice de la QPC et afin de respecter la dichotomie juridique, on abordera les effets de la QPC. Pause, Pounce, je suis obligé de faire des cuts quand même parce que j'habite dans un appartement et il y a les voitures, les mobylettes qui passent et les gars qui gueulent aussi. Donc voilà, on reprend. Après les conditions et effets, on parlera brièvement des délais auxquels sont tenus les juges ainsi que des recours possibles. Pour terminer, on donnera quelques illustrations de QPC. On parlera d'abord d'une QPC de 2010 qui fait pratiquement suite en fait à l'entrée en vigueur de la QPC. Et on parlera de 3 autres QPC qui sont relativement récentes, histoire d'avoir un peu d'actualité, de 2015. Elles exposent des thèmes qui parlent à tout le monde, aussi bien pour les juristes que pour les non-juristes. La définition des termes donc. Tout d'abord le terme question. Dans un tel contexte, qu'est-ce qu'une question ? Eh bien c'est demander au juge si une disposition législative et uniquement une disposition législative, c'est-à-dire un article de loi, est conforme à la Constitution. Donc quand je dis uniquement une disposition législative, je sous-entends pas une disposition réglementaire, pas une disposition issue d'un décret, d'un arrêté ou autre. Ok ? Donc on va demander au juge si une disposition législative peut ne pas être contraire à la Constitution. Et si je dis peut ne pas être contraire, c'est parce que on pose cette question soit au juge de première instance, d'appel ou de cassation, mais c'est pas eux, au final, qui vont se prononcer. C'est le Conseil constitutionnel qui va se prononcer. Les juges d'instance, de première instance, d'appel et de cassation vont avoir un rôle, mais on les abordera plus tard quand on parlera des conditions et effets. Maintenant, qui est-ce qui pose une question ? Tout simplement le justiciable, le requérant, c'est-à-dire une personne qui a un intérêt, et ça peut être aussi bien une personne physique qu'une personne morale. Mais cette question est posée par le justiciable au cours d'un jugement au fond. Exemple, le type, il fait un procès parce qu'il veut obtenir le paiement d'une somme d'argent. Et à côté de ça, il pense que s'il conteste une disposition législative, en disant qu'elle n'est pas conforme à la Constitution, il pense que ça va lui permettre d'obtenir paiement de sa somme d'argent. À ce moment-là, il va formuler une QPC. Mais il y a une complémentarité entre le fond de l'affaire, c'est-à-dire son procès pour obtenir paiement d'une somme d'argent, et la QPC. Mais bon, sur ça aussi, on reviendra plus tard. Ensuite, à qui cette question est posée? Donc j'ai dit au juge, mais plus précisément,
J'ai dit aussi aux juges de première instance d'appel ou de cassation, mais plus précisément encore, aux juges de toutes les juridictions judiciaires, sauf les cours d'assises, et aux juges de toutes les juridictions administratives. Je vous mets un schéma. Voilà, vous pouvez le télécharger avec un lien qui est dans la description. On a donc défini le terme question. Maintenant, on va tenter de définir le terme constitutionnalité avant de définir le terme prioritaire parce qu'on l'a légèrement abordé. Puisque je disais, on demande le contrôle de la conformité d'une disposition législative à la Constitution. Mais plus précisément, c'est pas à la Constitution, puisque ça sous-entendrait à la Constitution de 1958, donc de notre République, de la Ve République, alors que c'est le contrôle de constitutionnalité d'une disposition législative à une disposition constitutionnelle. Et on trouve des dispositions constitutionnelles dans toutes les normes du bloc de constitutionnalité. Alors au passage, si ce mot norme, ça vous dit rien, on va dire que c'est un terme qui permet de regrouper l'ensemble des sources de droit. Exemple, une loi est une norme, un règlement est une norme, un traité est une norme, etc. C'est comme si on disait le mot muscle, ça permet de regrouper l'ensemble des muscles du corps humain. Les quadriceps sont des muscles, les dorsaux sont des muscles, etc. Maintenant, c'est bien beau de dire qu'on contrôle la conformité d'un article de loi à une norme issue du bloc de constitutionnalité, mais quelles sont ces normes en fait ? Alors il s'agit de la Constitution de 1958, du préambule de la Constitution de 1946, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de la Charte sur le droit de l'environnement de 2004. Il s'agit également des PFRLR, c'est-à-dire des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. On en trouve certains dans un sens dans le préambule de la Constitution de 1946 et les autres ont été peu à peu reconnus par le Conseil constitutionnel. On retrouve également les principes à valeur constitutionnelle qui eux aussi ont été reconnus par le Conseil constitutionnel. On en trouve 5 de principes à valeur constitutionnelle. La continuité de l'État et du service public, la protection de la dignité de la personne humaine, la liberté contractuelle, la liberté d'entreprendre et le respect de la vie privée. Et enfin, pour terminer sur ces normes du bloc de constitutionnalité, il y a également les objectifs à valeur constitutionnelle, aussi dégagés par le Conseil constitutionnel. Par ailleurs, pourquoi est-ce par rapport au bloc de constitutionnalité qu'une disposition légale est jugée conforme ou non conforme ? Simplement car il existe une hiérarchie des normes, comme on le voit en première année, en droit constitutionnel. Cette hiérarchie des normes, on la trouve de façon simplifiée à travers la pyramide de Kelsen. Au plus une norme est située vers le haut de la pyramide, au plus cette norme a une valeur importante dans l'ordre juridique interne. Par conséquent, au plus la norme est située en bas de la pyramide, au plus de normes lui seront supérieures et au plus il y aura de normes auxquelles elle devra se conformer. On a donc défini les termes question et constitutionnalité. Question, c'est demander si une disposition légale, un article de loi, est conforme à non pas seulement la Constitution, mais à une des normes du bloc de constitutionnalité. Ok, on a défini question et constitutionnalité, maintenant on va définir prioritaire. Pourquoi cette question est-elle prioritaire ? En fait, elle est prioritaire au regard de 2 éléments. Tout à l'heure, je disais qu'il y a une complémentarité entre l'affaire au fond, le procès d'une personne, physique ou morale d'ailleurs, et la QPC. C'est-à-dire on a une affaire au fond, un jugement au fond, et une QPC. Mais le juge doit-il se prononcer d'abord sur l'affaire au fond ou sur la QPC ? Eh bien, si QPC porte le mot prioritaire dans son nom, c'est que forcément c'est la QPC qui est prioritaire. Donc la QPC est prioritaire, la question de constitutionnalité est prioritaire par rapport à l'affaire au fond. Les juges vont se prononcer sur cette QPC avant de se prononcer sur le fond de l'affaire. Deuxième élément par rapport auquel la QPC, la question de constitutionnalité est prioritaire, c'est le contrôle de conventionnalité.
Alors, qu'est-ce que le contrôle de conventionnalité? Le contrôle de conventionnalité, en fait, ça suit la logique du contrôle de constitutionnalité. On va contrôler si une disposition législative, mais là, on peut également contrôler un acte administratif. Donc on va contrôler si une disposition législative ou un acte administratif est conforme à une source du droit de l'Union européenne ou à une source de droit international. Pour être plus général, on pourrait dire si elle est conforme, la disposition législative ou l'acte administratif, donc du coup s'il est conforme, à une des normes du bloc de conventionnalité. On ne parle plus de bloc de constitutionnalité cette fois-ci, mais de bloc de conventionnalité, bloc qui regroupe les textes du droit de l'Union européenne, par exemple le TFUE, traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et les textes de droit international, comme par exemple une convention qui a été signée entre deux pays et qui vise à préciser les conditions d'extradition de criminels. C'est un exemple. Donc concrètement, dans la mesure où le Conseil d'État et la Cour de cassation sont compétents pour effectuer un contrôle de conventionnalité, s'il y a une QPC au milieu, ils devront se prononcer d'abord sur la QPC avant de se prononcer sur la conventionnalité d'une disposition légale ou d'un acte administratif. Ok ? Donc pourquoi la QPC est-elle prioritaire ? Elle est prioritaire, ou plutôt au regard de quoi est-elle prioritaire ? Elle est prioritaire au regard du fond de l'affaire et d'un contrôle de conventionnalité. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce contrôle de conventionnalité, on peut rajouter qu'en fait en 1975 le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent pour effectuer un tel contrôle. Lui en gros il a dit moi je contrôle seulement la constitutionnalité et pas la conventionnalité. D'ailleurs j'ai pas noté la décision du Conseil constitutionnel. Je vous laisse aller chercher. 1975. Et du coup, dans les mois qui ont suivi, la Cour de cassation s'est auto-déclarée compétente dans son arrêt Jacques Vabre, donc 1975. La Cour de cassation a donc estimé qu'elle pouvait contrôler la conformité d'une disposition légale à une source du droit de l'Union européenne ou du droit international. Par contre, dans le cadre de la juridiction administrative, il a fallu attendre 1989, donc 14 ans, pour que le Conseil d'État, dans son arrêt Nicolo, se déclare également compétent. Alors, la Cour de cassation est compétente pour la juridiction judiciaire et le Conseil d'État pour la juridiction administrative. Dans tous les cas, on a fini de définir les termes question prioritaire et constitutionnalité, et maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Et c'est là qu'interviennent mes notes anarchiques. Donc, on va parler des conditions. Comme souvent, on a des conditions de forme et des conditions de fond. Les conditions de forme de la QPC. La QPC doit être formulée par écrit et non par oral devant le juge. L'avocat ne peut pas se ramener devant le tribunal et dire « ouais, moi je conteste cette disposition légale, blablabla ». Il doit l'écrire et il doit l'écrire sur un écrit distinct. C'est-à-dire, vous savez, l'avocat il rédige des conclusions, c'est-à-dire son argumentation, ses arguments juridiques. Et c'est pas entre deux paragraphes qui concernent le fond de l'affaire qui va caler un paragraphe et dire ouais au passage je fais une petite QPC là comme ça. Non, en fait c'est sur un écrit distinct. Il y a un écrit pour le fond de l'affaire et un écrit pour la QPC. Et cet écrit, bien entendu, doit être motivé. Pourquoi est-ce qu'il fait une QPC ? Et sur quel fondement ? Ensuite, les conditions de fond. On a 3 conditions de fond. 3, là ça fait 6 sinon. Bref. Donc 3 conditions de fond. Déjà, première condition, la disposition législative est relative au fond de l'affaire. Alors attention, tout à l'heure je disais il y a une complémentarité entre le fond de l'affaire et la QPC. Et là on se rend compte que c'est carrément une condition obligatoire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de complémentarité entre le fond de l'affaire et la QPC, la QPC est impossible. Je vous donne un exemple. Vous faites un procès, comme tout à l'heure, pour obtenir le paiement d'une somme d'argent dans le cadre d'un contrat que vous avez signé, un contrat d'affaires, bon, peu importe. Et à côté de ça, vous faites une QPC, mais qui n'a rien à voir, du style qui concerne l'immigration ou un truc comme ça, hors sujet, vous voyez. Les juges vont vous dire, non mais t'es hors sujet là. Donc une condition, première condition, n'est pas respectée. Ensuite, deuxième condition, la disposition législative
n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution. En gros, elle n'a pas déjà fait l'objet d'une QPC, à l'issue de laquelle elle a été déclarée conforme. Logique. Si en 2015 on dit ouais, cette loi est conforme à la Constitution, on va pas revenir en 2016. Au fait, est-ce que cette loi est conforme à la Constitution? Non, moi, tu as déjà dit qu'elle n'était pas conforme à la Constitution. Bref. Et troisième condition, la QPC présente un caractère sérieux. Alors, cette condition est intéressante, puisque c'est la seule qui, à mon sens, est subjective et soumise à l'interprétation des juges, puisque les deux premières conditions sont plutôt objectives. La disposition législative est relative au fond de l'affaire. Est-elle relative au fond de l'affaire? Oui ou non? Elle est relative ou elle n'est pas relative au fond de l'affaire? Deuxième disposition, elle n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution. Soit elle a déjà été déclarée conforme, soit elle n'a pas déjà été déclarée conforme. Il n'y a pas à interpréter, c'est oui ou c'est non. Par contre, elle présente un caractère sérieux. Comment on fait objectivement pour dire si elle présente un caractère sérieux? Ça va être soumis à l'interprétation des juges. Donc si une QPC est rejetée par les juges, ça va souvent être parce que selon eux, elle ne présente pas un caractère sérieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, rejeter une QPC? Parce que je vous disais que la QPC est formulée devant soit les juges de première instance, d'appel ou de cassation. En fait, si elle est formulée devant les juges de première instance ou d'appel, ceux-ci vont vérifier si toutes les conditions qu'on vient de préciser sont réunies, et si donc la QPC présente un caractère sérieux, et si tel est le cas, ils vont décider de transmettre la QPC non pas au Conseil constitutionnel, mais à la Cour de cassation si on est dans le cadre d'une juridiction judiciaire, ou au Conseil d'État si on est dans le cadre d'une juridiction administrative. Donc ils vont transmettre au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Et eux, les juges en fait de la Cour de cassation ou du Conseil d'État, vont refaire le même travail, vont reanalyser les conditions. Et si eux aussi ils estiment que la QPC présente un caractère sérieux, à ce moment-là, ils vont l'envoyer devant le Conseil constitutionnel. Et c'est ce Conseil constitutionnel qui décidera, donc qui ne va pas juger mais décider, puisqu'on parle de décision du Conseil constitutionnel et pas de jugement en fait, qui va décider si la disposition législative est conforme ou pas à la Constitution. Si une disposition légale est jugée conforme, enfin est considérée conforme à la Constitution, elle reste en place et le demandeur est débouté. Par contre, si elle est jugée non conforme à la Constitution, la disposition légale en question est abrogée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet rétroactif, cela ne vaut que pour le futur. Voilà. Pendant 3 mois, un échange contradictoire a lieu entre les parties, c'est-à-dire que les prétentions sont envoyées au Conseil constitutionnel. Chaque partie va envoyer ses prétentions. Par exemple, la partie qui conteste la disposition législative va dire pourquoi en fait, selon elle, la partie, selon elle, pourquoi la disposition législative n'est pas conforme à la norme constitutionnelle, à la disposition constitutionnelle, et l'autre pour se défendre dira selon lui pourquoi, en quoi la disposition législative est conforme. A noter que ces échanges contradictoires qui sont transmis au Conseil constitutionnel sont transmis par voie électronique, donc par mail. Parce que vu que la procédure dure que 3 mois, c'est pour fluidifier les échanges, pour que ce soit un peu plus rapide en fait. Ensuite, une audience publique a lieu, avec observation orale des avocats, et la décision a lieu quelques jours après. La décision du Conseil constitutionnel est rendue quelques jours après. Si les juges de première instance ou d'appel refusent de transmettre la QPC à la Cour de cassation, un recours est possible. Alors, si c'était une juridiction de première instance, le recours a lieu en appel, et si c'était une juridiction d'appel, le recours a lieu en cassation. Par contre, si c'est le Conseil d'État ou la Cour de cassation qui refuse de transmettre une QPC au Conseil constitutionnel, aucun recours possible. Donc la QPC de 2010 déjà, 11 juin 2010, décision rendue par le Conseil constitutionnel le 11 juin 2010. Alors si vous voulez, on est dans le contexte de l'arrêt Perruche, qui remonte à 2000, qui avait été rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Pour faire bref, il résulte de cet arrêt que les juges ont autorisé la réparation du préjudice de naissance.
du seul fait de sa naissance, un enfant a pu obtenir une réparation. Alors en l'occurrence, c'est parce qu'il était né handicapé ou quelque chose comme ça et que le médecin l'avait pas vu. Et donc l'enfant a pu obtenir réparation du seul fait de sa naissance. 2 ans plus tard, donc ça c'était en 2000, 2 ans plus tard, une loi est votée, donc 2002, et dans laquelle il est précisé que la naissance n'est pas un préjudice indemnisable. Donc c'est le contraire de ce qui est dit dans l'arrêt Perruche. Donc il est impossible, à la suite de cette loi de 2002, qu'il y ait à nouveau une jurisprudence Perruche, puisque ce serait contraire à cette loi. Et donc à la suite de cette loi, dans le cadre d'une affaire au fond, donc une QPC est formulée afin de savoir si la loi en question, la loi de 2002, qui précise que la naissance n'est pas un préjudice indemnisable, est conforme à une disposition constitutionnelle que je n'ai pas notée. Mais si vous voulez le savoir, il vous suffit de chercher. Voilà. Au final, le Conseil constitutionnel, je vais quand même vous dire ça, quoi. Au final, le Conseil constitutionnel affirme que la loi est conforme à la Constitution et il est donc impossible d'obtenir réparation du seul fait de sa naissance. Au passage, comme je le dis dans ma vidéo qui s'intitule Dommages et préjudices, le dommage et le préjudice, quelque chose comme ça, je précise également qu'à l'image de la naissance, la mort en elle-même n'est pas un préjudice indemnisable. Si vous mourrez, vos enfants, vos héritiers ne seront pas indemnisés en raison de votre mort, mais en raison des préjudices qui entourent la mort. Exemple, préjudice de mort imminente, préjudice, les répercussions financières, etc. Je détaille tout dans ma vidéo, je détaille un peu plus dans ma vidéo qui s'intitule donc Le dommage et le préjudice. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite, on en vient maintenant au QPC de 2015. On va tout d'abord parler d'une décision rendue le 29 mai 2015. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, si vous voulez, il y a une loi. Est-ce que j'ai noté la loi? Mais c'est l'article L115-3 du Code de l'action sociale et des familles. Donc la loi, c'est forcément... cet article est forcément issu d'une loi. Hein. Donc cet article précise qu'entre le 1er novembre et le 15 mars de chaque année, il y a interdiction de couper l'électricité, le gaz et l'eau, en cas d'impayé. C'est donc une compagnie d'eau qui formule une QPC en disant en gros, cet article, L115-3, n'est pas conforme à la Constitution. N'est pas conforme, plus précisément, là je l'ai noté, à la liberté contractuelle, à la liberté d'entreprendre et au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques. Donc en gros, la société tout simplement voulait qu'en cas d'impayé, ils puissent leur couper l'eau. Au final, le Conseil constitutionnel en décide autrement. Il y a surtout à retenir de cette décision que le fait d'interdire de couper l'eau ne fait pas obstacle à la liberté contractuelle, à la liberté d'entreprendre et au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques. Ensuite, deuxième QPC de 2015, 28 mai 2015, décision rendue le 28 mai 2015 dans le cadre de l'affaire des taxis contre Uber. Uber qui propose donc des voitures de transport avec chauffeur, des VTC. J'imagine que vous avez suivi l'affaire, je ne vais pas faire l'historique, puisque de toute façon je ne le connais pas par cœur. En bref, les taxis ont un monopole en vertu de la loi Thévenoud de 2014 relativement à la tarification eurokilométrique. C'est-à-dire qu'en vertu de cette loi, seuls eux ont le droit de faire une tarification qui va prendre en compte à la fois le temps passé et l'espace parcouru. Deuxième point, concernant le marché dit de la maraude, c'est-à-dire rester sur la voie publique en quête de clients. Est-ce que seuls les taxis ont le droit de le faire ou également les VTC? Concernant le marché de la réservation préalable, est-ce que c'est réservé aux taxis ou est-ce que les VTC peuvent le faire aussi? La réservation préalable, c'est par exemple tu réserves sur Internet. Alors, à propos de ces 3 points, le Conseil constitutionnel va dire, concernant la tarification eurokilométrique, les taxis n'ont pas un monopole. Le Conseil constitutionnel va donc à l'encontre de la loi Thévenoud de 2014.
À propos du marché de la maraude, c'est-à-dire rester sur la voie publique en quête de clients, c'est réservé aux taxis, ils ont un monopole. Et à propos du marché de la réservation préalable, les taxis n'ont pas un monopole, c'est un marché concurrentiel. Maintenant, dernière QPC de 2015 par rapport aux vaccinations obligatoires. Est-ce que le fait d'obliger des personnes à subir des vaccins est conforme à la Constitution? Et notamment, est-ce que c'est conforme à l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 qui précise que la nation garantit à tous la protection de la santé, puisqu'en fait, il faisait valoir que certaines vaccinations obligatoires peuvent avoir des effets néfastes. Voilà. Au final, le Conseil constitutionnel va dire tout d'abord que le ministère de la Santé a le pouvoir de définir si oui ou non la vaccination obligatoire doit être suspendue au regard des évolutions des connaissances scientifiques. Ensuite, le Conseil constitutionnel va affirmer qu'il existe effectivement une obligation de vaccination, mais que s'il n'y a pas de contre-indication, donc de contre-indication médicale pour tel patient. Et enfin, il va affirmer que ce n'est pas son rôle de rechercher si l'objectif de protection de la santé peut être atteint grâce à une méthode alternative. J'espère que je vous ai aidé, que ça n'a pas été trop brouillon, parce que d'habitude je fais beaucoup plus de coupures, je prends beaucoup plus de temps pour filmer, mais là je me suis plus servi de mes notes. Donc j'espère que ça n'a pas été trop brouillon. On va dire que c'est un test, une vidéo test. Si ça passe, je ferai mes autres vidéos de cours. La mobilette. Mes autres vidéos de cours, je dis bien de cours, hein, pas les juristes districts, puisque c'est plus des podcasts. Je les ferai de la même manière, c'est-à-dire que je lirai un peu mes notes, parce que ça me permettra d'en faire plus souvent d'ailleurs, puisque j'aimerais, vu que c'est la rentrée et qu'il faudrait se fixer des bonnes résolutions, j'aimerais en faire des vidéos de cours, une tous les 10 jours on va dire. Et pour les juristes districts, une tous les 15 jours, ça serait bien. Sachant que c'est plus de boulot pour les juristes districts que pour les vidéos de cours. Bref, bien entendu, cela va de soi que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, rejoindre la page Facebook, et surtout n'hésitez pas aussi, en dehors du fait de partager les vidéos bien entendu, à me poser des questions, aussi bien par commentaire sur YouTube par exemple, ou sur Facebook, ou par message privé, puisque des fois des gens m'envoient des messages privés pour me demander presque de faire leur cas pratique, des fois d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas, mais n'abusez pas non plus. Merci, ciao.